Bonjour à tous, bienvenue. Donc ce matin on va parler de la jeunesse du livre audio. Nous sommes donc avec Myriam Gilles qui s'occupe de Audible donc studio. Nous sommes avec Pierre Tissot à sa gauche qui est donc acteur-narrateur, de Marine Royer, actrice-narratrice, et puis d'Hélène Lotito qui s'occupe de La Machine à mots, qui est un studio partenaire d'Audible. Je vais commencer par Myriam. Comment est-ce qu'on choisit, donc Audible fait donc des livres audio, comment est-ce qu'on choisit les textes qu'on va adapter en version audio? Alors, on reçoit un catalogue des éditeurs et en gros, on fait nos courses. On fait nos courses avec eux. On lit un maximum de livres et tous ceux qui se prêtent vraiment à une version sonore, on en discute avec les éditeurs. Donc, on a toute une équipe qui s'occupe de travailler directement avec eux et qui négocie les droits. Et une fois que ces droits sont cédés, nous récupérons les textes et voilà, on les envoie au studio, on en parle à chacun de nos studios. Donc dès qu'un texte voilà, me plaît et je sais que Hélène, qui travaille donc pour La Machine à mots, pourra me le produire, voilà, on en discute, de la voix à donner à chacun des personnages. Tu dis un texte qui s'y prête à cette version audio, c'est quoi un bon texte qui se prête à une version audio? Est-ce que ça veut dire du coup que tous les textes ne s'y prêtent pas? Et qu'est-ce qui fait qu'on se dit ah tiens celui-là j'en entends déjà la musique? Il y a des textes par exemple très poétiques, très oniriques, qui peuvent être très difficiles à transmettre. Il faut vraiment pouvoir se l'imaginer. Il faut qu'on puisse imaginer tout un autre univers et être sûr que le narrateur, lui, va pouvoir aussi s'exprimer et laisser libre cours à sa voix pour chacun de nos clients. Et donc Hélène, après, on récupère le bébé, c'est ça, et on se dit, je cherche la bonne personne, le bon acteur, la bonne voix pour ce texte. Comment est-ce qu'on réfléchit à ça? Vous y réfléchissez ensemble déjà ou Oui, en fait, on fait ça ensemble, là, forcément, faut que ça plaise à tout le monde. Il faut aussi que l'acteur ou l'actrice se sente de le faire parce qu'il y a plein de contraintes. Il y a l'aspect artistique qui est une chose, effectivement, mais il y a aussi l'aspect un texte à lire, c'est un investissement très fort, c'est des journées entières, c'est très long. Il faut des gens capables de fournir cette concentration, cet effort. En général, les acteurs sortent d'une séance en disant qu'ils sont décidés. C'est pas anodin comme travail. Ça demande du travail en amont, etc. Et puis après, pour l'aspect plus artistique, effectivement, là, on discute vraiment des voix, des timbres, des interprétations, de ce qu'on ressent d'une personne. Mais après, ce sont des comédiens. En soi, ils sont capables de tout faire, puisque ce sont excellents comédiens. Mais du coup, ils peuvent aller vers des registres normalement qui vont être classiques, vraiment avec des lectures extrêmement légères, pour souligner simplement une phrase, on ne peut pas l'interpréter, vers des choses beaucoup plus grand public, où on a besoin que les personnages existent, de les voir, de les entendre, qu'ils aient chacun leur voix. Et là, c'est pas du tout le même travail en fait. Mais ça, dans l'absolu, je pense que c'est une question de présence. On voit une personne, c'est précisément quand on voit un texte. On est toujours d'accord très vite. On est très souvent d'accord sur le choix de l'acteur, de la voix à donner. Et puis j'ai aussi cette énorme chance d'avoir Hélène qui sait aussi les guider. Même si les acteurs viennent avec une idée très précise, parce qu'ils ont vraiment lu en détail le livre, il faut quand même avoir une certaine direction artistique. On ne peut pas les laisser lire comme bon leur semble, comme on lirait à la maison. Il faut vraiment une certaine expérience. Comment ça se passe, Hélène? Est-ce qu'ils arrivent, ils font une proposition et toi, tout de suite, il faut les rediriger, dire non, propose-moi autre chose? Ou est-ce que tu dis j'aimerais que tu le fasses comme ça et ensuite eux vont dans cette direction? Quelle est la part de liberté? J'essaie toujours de partir de la proposition, sauf si j'ai l'impression qu'on est dans le contresens où vraiment ça ne va pas être possible. Après, en revanche, moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'amener des inflexions de rythme, des inflexions de voix, d'amener des changements. C'est plus dans l'idée globale d'imaginer quelqu'un qui va écouter parfois jusqu'à 15 heures, comment faire pour le tenir en haleine, pour sans lui violer complètement son imaginaire, quand même le guider vers des sens qui nous paraissent plus riches, vers une ouverture plus grande sur un texte. Enfin ça, encore une fois, ça dépend du texte en lui-même, parce qu'il y a des textes où on ne va pas du tout s'amuser à donner des clés au lecteur. En revanche, il y a des textes, par exemple avec Claire, on avait enregistré il y a pas longtemps un texte très ardu qui était Bourdieu, donc c'est très difficile. Là, clairement, l'acteur n'est pas spécialement là pour interpréter, mais pour expliquer. Sa lecture doit déjà avoir suffisamment intégré, compris le sens du texte pour le révéler avec le plus de clarté, de netteté possible, pour que ce soit presque plus simple, même pas presque, mais pour que ce soit plus facile à entendre qu'à lire. Donc c'est un peu l'idée pour ce genre de texte. Après, pour des textes où il y a une plus grande part de
personnages. Je regarde Marine parce qu'on a fait un texte ensemble où il y avait, je sais pas, 50 personnages à peu près. Là, au contraire, on est dans l'interprétation et on est plus dans un jeu ensemble à chercher. Alors lui, on va lui donner ta caractéristique, etc. Donc c'est plus un échange. Ça dépend totalement du texte. Marine, du coup, comment est-ce qu'on aborde un texte comme ça, un projet comme ça? Déjà, est-ce que vous avez le texte en amont? Est-ce que vous le lisez beaucoup avant? C'est quoi votre méthode? Alors là, pour le coup, moi, quand j'ai rencontré Myriam et Hélène, elles faisaient un casting pour Divergente. Enfin, elles m'ont casté pour plusieurs choses pour qu'on se rencontre. Et en fait, elles cherchaient la voix de Divergente pour les 4 tomes de Divergente. Et en fait, ça s'est fait très vite. Je me souviens, j'ai passé le casting le 2 juillet l'année dernière. Et en fait, elles m'ont demandé ce que je faisais à partir du 4. Et on a enregistré pendant 18 jours. Donc il y avait 2000 pages à enregistrer. Et évidemment, j'ai pas pu lire les 2000 pages entre le 2 et le 4 juillet. Voilà, je me suis livrée à Hélène, avec qui ça a été un bonheur sans nom de travailler. C'est extrêmement agréable d'être entre ses mains pour découvrir le personnage de Tris. Voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à suivre ce personnage de Divergente. Je ne sais pas si vous avez eu le plaisir de le lire ou de le voir au cinéma. Mais c'était vraiment un bonheur sans nom, parce qu'elle est... c'est un livre très chouette parce qu'il y a à la fois du dialogue, donc plein de moments où il y a de l'action, des dialogues avec ses potes, ses parents, son petit copain. Donc j'ai eu le plaisir de faire toutes les voix. Donc ça, c'était vraiment génial pour moi. Tout en faisant aussi parallèlement la voix de la narratrice. C'était un marathon parce que 2000 pages, c'est pas simple à aborder. Il faut garder l'énergie. Mais on avait tout le temps vachement de plaisir à retrouver Tris le matin quand on avait hâte de savoir la suite. Et ce qui était très chouette pour moi aussi dans ce bouquin, c'est qu'il y avait plein de moments d'action. Donc quand on est comédien, c'est génial d'avoir autant de choses à jouer. À la fois la narration qui était très plaisante à faire parce que c'est très bien écrit. L'écrivain a 22 ans. Elle a écrit donc ces 4 tomes de Divergente et elle nous a tous bluffés. En même temps, elle a gardé l'énergie, la force et la fragilité de Tris tout au long de ces 2000 pages. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à accompagner ce personnage. Donc non, moi c'était pas du tout un travail en amont, ça a été un travail instinctif. Le plus difficile dans cette histoire, c'était de garder l'énergie, c'est-à-dire que quand on arrive le matin à 9h30, à 16h, il faut que j'ai la même énergie qu'à 9h30. J'ai pas le droit d'être moins bonne sur la page 201 que sur la page 10. Il faut que ce soit bien tout le temps. Donc il faut garder cette énergie et on apprend à s'économiser. C'est un peu un marathon en fait. Quand on commence le chapitre 1, on se dit ok, c'est parti. Divergente, c'est top. Ça a vraiment été top à faire et je me suis accrochée à ce personnage qui a 17 ans. Donc il y avait aussi un travail intéressant pour moi, c'est-à-dire que dans la narration, je devais garder donc l'élocution normale. Et quand j'étais Tris, donc ce personnage de 17 ans, me souvenir de comment j'étais ou me prendre exemple sur ma fille, j'ai une fille ado. Donc voilà comment on parle quand on a 17 ans, du coup on parle plus vite, on fait pas les liaisons comme quand on est narratrice. Donc voilà, il y avait 2 personnages en moi au moins, plus la vingtaine d'autres que j'ai faites tout le long du livre. Mais voilà. Pierre, vous rejoignez Marine dans cette approche-là. C'est une chance incroyable pour un comédien de pouvoir incarner plusieurs personnages en une seule fois finalement. Oui, c'est jouissif. C'est ça, c'est une partie du travail qui est très amusante, c'est d'essayer de poser des voix et de se projeter des imaginaires et des univers aussi vocaux très différents à travers plein de personnages. Alors moi avec Hélène aussi on a travaillé sur des projets très différents, mais que ce soit Bourdieu effectivement qui était un bouquin de sociaux très technique qui nécessitait une approche différente. On a travaillé sur les chroniques de San Francisco, tout à l'heure on lira un morceau d'American Psycho qui a été aussi une plongée, un pavé très impressionnant pour moi. Le plaisir de switcher d'un personnage à l'autre, évidemment, c'est très agréable. Et la méthode, juste pour dire un mot là-dessus, là, Marine racontait qu'elle a découvert les 2000 pages et il a fallu se lancer du jour au lendemain quasiment. Moi, je fais des espèces de parcours, un peu comme une reconnaissance. J'ai besoin de lire mon texte, parce que le livre audio se joue beaucoup sur le rythme. Alors la voix, c'est l'instrument. Et après, et c'est pour ça qu'Hélène aussi est là pour nous guider, c'est-à-dire pour réinsuffler par moments de l'énergie à des moments où la narration a tendance à retomber. Donc on travaille beaucoup sur les rythmes, et puis je me mets des petits jalons comme ça, des adjectifs, pour essayer de garder une vivacité. Et je sais évidemment par contre à quel endroit et
quel petit virage je vais opérer dans la narration et ce qui va donner aussi un aspect dramatique, inquiétant, macabre, flippant, tout ce qu'on veut, voilà, pour essayer de garder mon éditeur proche. Quand on voit arriver Bourdieu, on se dit quoi? On se dit, voilà, zut, c'est un sacré challenge. Ouais, moi je le prends comme un... Hélène m'en avait parlé, donc j'étais assez dubitatif, et puis elle m'a dit aussi, si, faut s'y coller, essayons, et puis assez rapidement on a trouvé un fil, voilà, on fait référence au sens, les acteurs sont aussi des courroies de transmission dans cet exercice, donc dans le cas de Bourdieu, c'est vraiment d'essayer de restituer le sens de la parole de Bourdieu, c'est ça qui est difficile. Après, quand on est dans un roman, lundi aussi on attaque un autre roman de Jacques Vendroux qui est un thriller, alors là on est à la DCRI, dans les services secrets, il y a un côté vertigineux et en même temps très amusant, très plaisant quand on se lance dans une lecture effectivement de 2, 3, 400, 500, 1000 pages. Il y a des délais très courts, est-ce qu'on a le temps de réécouter ce qu'on fait? Si on ne le sait pas tout de suite, c'est très embêtant parce que refaire venir un comédien 5 jours, c'est compliqué. Donc non, on est obligé de trancher, décider d'une option. Bon voilà, on a tel personnage, on peut le voir comme ci, comme ça. Il y a toujours un milliard de possibilités en vrai. Hein. Et il faut prendre la possibilité qui va permettre à l'auditeur en face de se refaire sa propre histoire. Parce que c'est quand même ça un livre à la base. C'est la personne qui le reçoit, c'est elle qui le fait le livre au final. Enfin, en théorie littéraire, mais moi je souscris complètement à cette idée que c'est le lecteur, l'auditeur dans notre cas, qui finalement se refait complètement l'histoire. Et puis quand on raconte une histoire, personne ne raconte le bouquin qu'il a lu ou écouté de la même façon. Donc je veux laisser le plus de part possible à l'auditeur pour y voir un peu ce qu'il veut. Donc si on a une ado, il faut que ce soit avant tout une ado. Et si on a envie qu'elle soit un petit peu précieuse ou un petit peu cela, il faut que ce soit léger, pour quand même laisser à l'auditeur la possibilité de. Donc ça c'est la première chose. Quand toujours pour moi en tout cas l'option la plus universelle, qui va toucher le plus grand nombre de personnes, qui va paraître la moins tordue, qui va paraître la plus juste. Alors réécouter après, oui bien sûr on est obligé parce que c'est... Sur le moment on a l'attention qui va vers le son, vers la netteté, vers le sens, vers l'interprétation globale, mais dans la précision du mot sur un nombre de pages tel que celui-ci, il faut y revenir, c'est sûr. Après voilà, les délais étant ce qu'ils sont, l'Asie étant ce qu'elle est, parfois ça va vite, parfois ça va un peu vite. Mais ceci dit, globalement, c'est quand même un travail de précision, je pense, ce qu'on fait là. Même en termes de découverte justement du texte, je pense quand on fait ce travail-là, après on peut dire qu'on connaît le texte. Moi j'ai des souvenirs de lecture que j'ai par la suite réalisé en livre audio des années plus tard, des lectures d'adolescence qu'on réalise des années plus tard. Bon bah tous, je sais pas moi, elle était brune, elle devient blonde, enfin on est dans une précision totale, et même quand on écoute ensuite, c'est peut-être moins flagrant, mais quand même on découvre le chemin d'une écriture avec, je trouve, beaucoup plus de précision. Et pour les classiques, par exemple, c'est flagrant, tout à coup, le petit détail d'indice chez Balzac, on a une description de 3 pages, mettons, et ça va être sur le petit guéridon jaune, qui en fait, il va y avoir l'objet important pour la page, machin. Ça, par exemple, si on ne le met pas en valeur, on peut revenir. Ça arrive souvent qu'on revienne en arrière en disant ça, il faut accentuer, parce qu'en fait, c'est là qu'il se passe le truc important. Donc si dans l'énergie, on était moins, c'est dommage. Donc ça, voilà, typiquement, en termes d'écriture, en tout cas, on va, je trouve, dans ce travail-là, assez loin dans la compréhension d'une écriture. C'est toute la difficulté vraiment de choisir une voix finalement sans imposer une image, comme on pourrait penser à l'adaptation d'un bouquin en film. On nous impose un personnage, on dit mais moi je le voyais pas du tout comme ça, ce héros, et on nous impose un peu cette vision-là. Est-ce que c'est vraiment justement ça toute la difficulté, de se dire il va bien falloir lui donner une voix, mais il va falloir laisser une part vraiment grande à l'auditeur, pour son imagination? Ce curseur-là, moi je suis réalisatrice pour le compte de plusieurs éditeurs, donc c'est aussi l'éditeur qui me dit où il situe son curseur. Audible, on est quand même dans une idée de jouer, d'interpréter, on y va franco dans le livre audio, il n'y a pas de... On assume le livre audio. C'est très agréable. Il y a des éditeurs chez qui il y a une crainte de déflorer le texte qui fait qu'on a peur d'interpréter, ce qui peut être intéressant, mais ce qui parfois est un peu dommage, je trouve. Bon après moi je suis peut-être trop acquise à la cause, je ne me rends pas compte, mais du coup d'en entendre beaucoup, je me rends compte qu'en fait vouloir être trop parcimonieux, avoir un peu peur de s'attaquer à un grand auteur et du coup ne pas y aller, c'est ça finalement. C'est parfois finalement
dommage. Je sais pas comment dire, mais on perd. Bah, surtout, il faut tenir justement l'auditeur, et si c'est pas la même, enfin si c'est monotone, c'est toujours la même musique, c'est très compliqué. De toute façon, on va lâcher les 2000 pages. C'est ça, puis de toute façon, ils ont leur présence. C'est vrai qu'on leur demande vraiment de jouer comme s'ils étaient sur scène, sans pour autant l'être, parce qu'on ne peut pas non plus avoir trop d'emphase. On ne peut absolument pas avoir un son comme si on était au cinéma ou au théâtre ou devant la télé. Ça reste du livre audio, il faut une certaine emphase parce qu'il faut un certain jeu. Il ne faut pas non plus qu'on soit dans des grosses scènes, parce qu'après ça se ressent. Dans le casque, quand on a juste le casque sur les oreilles, on ne peut pas avoir des voix qui sont vraiment exagérées, sinon on n'est plus vraiment dans le domaine d'une écoute plus soft comme on peut l'avoir sur d'autres trucs. On va vous écouter peut-être. Pour se rendre à la cérémonie du choix, on prend un bus rempli de gens en chemise et en pantalon gris. Un disque de soleil pâle luit à travers les nuages, comme le bout incandescent d'une cigarette. À la descente du bus, un groupe de sincères fume devant la ruche. Moi, je fumerai jamais. Le tabac est directement lié à la vanité. Je descends derrière mes parents. Je dois pencher la tête en arrière pour apercevoir le haut de la ruche, et encore. Elle se perd dans les nuages. C'est la tour la plus haute de la ville. Je distingue les lumières sur les 2 antennes de son toit depuis la fenêtre de ma chambre. Caleb paraît calme. Je le serais peut-être aussi si je savais ce que j'allais faire. Alors que là, j'ai la sensation que mon cœur va exploser dans ma poitrine. Et je dois me tenir au bras de mon frère pour garder l'équilibre en montant les marches de l'esplanade. L'ascenseur est bondé et mon père cède nos places à une grappe de fraternelle. Sans discuter, on prend l'escalier. Les autres altruistes ont suivi notre exemple et on se retrouve tous les 4 noyés dans une masse de gens en gris qui gravissent les marches dans la pénombre. Je me cale sur leur rythme. Le martèlement monotone des pas qui résonnent sur le ciment et l'homogénéité des personnes qui m'entourent me donnent le sentiment que je pourrais faire ce choix-là. Je pourrais me fondre dans la pensée collective altruiste, tourner exclusivement vers l'extérieur, jusqu'à ce que je commence à avoir mal aux jambes et le souffle court, et que mes pensées me ramènent de nouveau à moi-même. Il y a 20 étages à monter jusqu'à la salle de la cérémonie du choix. Arrivé en haut, mon père tient la porte à tout le groupe qui passe devant lui comme devant une sentinelle. Je voudrais l'attendre, mais les autres me poussent en avant, dans la pièce où je vais décider du reste de ma vie. Dans la salle, le fonctionnement est organisé par cercles concentriques. Le cercle du milieu, le plus petit, est formé par 5 coupes en métal assez grosses, dans lesquelles je pourrais tenir en recroquevillant. Chaque coupe contient une matière qui symbolise une faction. Des galets gris pour les altruistes, de l'eau pour les érudits, de la terre pour les fraternels, des charbons ardents pour les audacieux et du verre pour les sincères. À l'appel de mon nom, je me dirigerai vers le centre des 3 cercles. Je ne parlerai pas. Marcus me tendra un couteau avec lequel je m'entaillerai la main et je ferai couler un peu de mon sang dans la coupe de la faction que j'aurai choisie. Mon sang sur les galets. Mon sang sur les charbons ardents. En allant s'asseoir, mes parents passent devant mon frère et moi. Mon père m'embrasse sur le front et donne une tape sur l'épaule de Caleb avec un grand sourire. « À bientôt », nous dit-il, sans une ombre de doute. Ma mère me prend dans ses bras et le peu de courage que j'ai menace de s'envoler. Les dents serrées, je fixe le plafond où des globes lumineux diffusent un éclairage bleuté. Ma mère reste ainsi longtemps, même après que j'ai laissé retomber mes bras. Avant de s'écarter, elle me murmure à l'oreille « Je t'aime, quoi qu'il arrive ». Alors moi je vais vous lire les 2 pages d'ouverture d'American Psycho de Bret Easton Ellis. Abandonne tout espoir, toi qui pénètres ici. Peut-on lire barbouillé en lettres de sang au flanc de la Chemical Bank, presque au coin de la 11e rue et de la 1er avenue, en caractère assez grand pour être lisible, du fond du taxi qui se faufile dans la circulation au sortir de Wall Street. Et à l'instant où Timothy Price remarque l'inscription, un bus s'arrête et l'affiche des Misérables collée à son flanc lui bouche la vue. Mais cela ne semble pas contrarier Price, qui a 26 ans et travaille chez Pearson Pierce,
car il promet 5 $ au chauffeur s'il monte le son de la radio qui passe Be My Baby sur YNN et le chauffeur, un noir, un étranger, obtempère. Je suis inventif, dit Price, je suis créatif, je suis jeune, sans scrupules, extrêmement motivé et extrêmement performant. Autrement dit, je suis foncièrement indispensable à la société. Je suis ce qu'on appelle un atout. Price se calme. Il continue de regarder fixement par la vitre sale du taxi. Probablement le mot « peur » bombé en rouge sur la façade d'un McDonald's au coin de la 4e et de la 7e. En fait, il n'en reste pas moins que personne n'en a rien à foutre de son travail. Moi, je déteste mon travail. Et toi? Toi, ton travail. Moi, je déteste ce travail. Et qu'est-ce que je suis censé faire? Retourner à Los Angeles? Il n'y a aucune alternative. Je ne suis pas passé de UCLA à Stanford pour supporter cela. Je veux dire, est-ce que je suis le seul à penser qu'on ne gagne pas assez? Comme dans un film, un autre bus entre dans le champ. Et une autre affiche des Misérables occulte l'inscription. Ce n'est pas le même bus, car quelqu'un a écrit le mot Gwyn sur le visage d'éponyme. J'habite un clapier ici, et j'ai une maison dans les Hamptons. C'est invraisemblable. Les parents, mon vieux, les parents. Et je leur achète l'appartement. Tu montes le son, oui ou merde? Il claque vaguement des doigts en direction du chauffeur, tandis que les Crystals continuent de brailler dans le poste. Je suis à fond, répond sans doute le chauffeur. Timothy ne l'écoute pas. Il continue d'une voix irritée. Si seulement ils installaient les blocs Pound dans les taxis, je pourrais vivre dans cette ville. Le ODM3 Dynamic Tuning System, ou peut-être le ORC2, et sa voix se fait soudain plus douce. L'un ou l'autre. La classe, mon ami, la grande classe. Il ôte le Walkman haut de gamme qu'il porte accroché autour du cou et continue de se plaindre. J'ai horreur, vraiment horreur de me plaindre de cette ville, de cette ordure, de cette poubelle, des maladies, de toute cette saleté. Et tu sais aussi bien que moi que c'est un stick. Tout en parlant, il ouvre son nouvel attaché Kesteny en box calve de chez DF Sanders. Il range le Walkman à côté de son EasyPhone de poche pliant Panasonic. Auparavant, il possédait le compact NEC 9000 Porta. Et puis, il sort un journal. Prenons une édition, une seule, voyons. Des mannequins étranglés, des bébés jetés du toit d'un HLM, des gosses tués dans le métro, un rassemblement communiste, un gros mafieux liquidé, des nazis. Il feuillette avidement le journal. Des joueurs de baseball atteints du sida, encore des conneries sur la mafia, les encombrements, les SDF, des maniaques divers, les PD qui tombent comme des mouches dans la rue, les mères porteuses, la suppression d'un feuilleton télé, des mômes qui ont forcé les grilles d'un zoo pour aller torturer divers animaux et les brûler vifs, encore du nazi, et le plus drôle, le plus tordant, c'est que tout ça, ça se passe ici, dans cette ville, pas ailleurs, ici, chez nous. Quel pied! Bravo. Est-ce que vous avez des questions? Juste une question technique, parce que quand vous vous trompez, comment vous faites pour, techniquement pour reprendre? On fait ce qui s'appelle faire un drop, c'est de l'anglais pour dire parachute. C'est-à-dire qu'on fait réécouter la fin de la phrase qui était bonne et, dans le casque, et puis après l'acteur enchaîne directement sur ce qu'il a lu, qu'il a mal lu, qu'il faut reprendre. Et si la question d'après c'est est-ce qu'on reprend beaucoup, oui, on reprend beaucoup. Mais on reprend beaucoup pas parce qu'ils disent pas bien, mais parce que pour arriver au résultat que vous avez là, il faut quand même travailler pas mal. Donc ça peut prendre un petit peu de temps, et puis parfois on drop aussi parce qu'on se demande si on ne prendrait pas une autre option, si on ne changerait pas un petit peu de chemin. On teste aussi des choses, hein, c'est ça. Mais on enregistre le tout. Parfois le comédien dit je suis pas content de moi, là c'est pas ça, je peux faire mieux, je peux faire autrement. Et puis malheureusement c'est beaucoup moi qui les arrête. Par exemple à la fin d'un livre on les arrête très peu. Souvent, parce que là, une fois que le rythme d'une écriture est vraiment bien en bouche, que tous les personnages sont calés, enfin, c'est pas un très joli mot, mais sont bien présents, on n'a plus besoin forcément de revenir sur tout. Je dirais que la première page, on la reprend. Là, on cherche ensemble le meilleur rythme, la meilleure façon de dire, est-ce qu'on fait les liaisons, pas les liaisons, tout ça on décide ensemble au départ, et puis après, le rythme, le timbre, de toute façon, on ne peut pas trop le pacifier pour la voix qui va faire toute la narration, parce que sinon ce serait bien, mais on décide de tout ça un peu au début, et puis à la fin, moi j'écoute. L'acteur peut avoir aussi la sensation, et souvent très mauvais juge, de sa propre production.
Donc d'où l'importance aussi de la présence d'Hélène en séance, que le directeur artistique soit là pour pouvoir corriger. Et effectivement, le comédien travaille souvent sur la sensation, donc la sensation de la lecture immédiate peut donner une première impression, mais il faut énormément se méfier de sa propre sensation. Donc il y a des moments, la production qu'on vient de donner peut être de bonne qualité, et puis, mais par contre on se plante effectivement énormément. Hein. Il y a des textes qui sont très exigeants, donc qui font qu'on a beau avoir travaillé en amont, la concentration peut baisser un peu, et on peut être amené à se planter. Après, sur des narrations qui sont, quand le fil est bien attrapé, si je puis dire, on est un peu happé. Donc je me souviens, je parle de Hélice, parce que Hélice, c'était assez schizophrénique, c'est-à-dire que je lisais en plus la nuit, c'est un bouquin assez lourd, et je crois qu'à des moments, je sais pas, Hélène aussi le souvenir qu'elle en a, mais il y a des moments où j'ai été complètement, j'étais capable d'enchaîner, je sais pas, une douzaine de pages. Pour racheter les droits audio, en gros là, Amazon est éditeur là-dessus. Alors nous sommes l'entité Audible, nous on récupère les droits avec les éditeurs sur la partie audio. Donc nous, tout ce qu'on va produire ensuite, on va le mettre sur notre site sur Audible, audible.fr, et on va le mettre uniquement en téléchargement. Est-ce qu'il n'y a pas en amont des enquêtes auprès de votre clientèle pour savoir quel livre elle aimerait voir, elle aimerait écouter? En fait, on travaille directement avec le service client d'Audible et on a toutes les remontées de nos clients. Donc nos collègues, effectivement, nous disent, voilà, est-ce que vous allez produire tel ou tel livre? Donc nous, on récupère toutes les informations et ensuite, toute l'équipe du contenu, celle qui travaille directement avec les éditeurs, leur en font part. Et si les droits pour l'audio n'ont pas encore été cédés, voilà, nous on fait des offres et si on peut les récupérer, voilà, ça part ensuite en production. Merci beaucoup à tous. On peut les applaudir, oui.